Xavier Belin, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue à vous. Vous publiez un livre intitulé « Notre agriculture est en danger », un ouvrage sous forme de cri d'alerte dont nous allons parler en détail ce soir. Mais d'abord, une première question d'actualité. On parle beaucoup de la grippe en ce moment, avec ce qui se passe. Mais il y a également une épidémie de grippe aviaire qui touche les oies et les canards. Des mesures d'abattage préventif sont étendues, notamment dans le Gers, au grand désarroi d'ailleurs des éleveurs. Quelle est la situation exactement ? D'abord, c'est un nouveau coup dur parce qu'on a déjà eu cet épisode l'année dernière qui a fait beaucoup de dégâts, 4 mois sans élevage et donc des pertes économiques, mais aussi une certaine pression morale qui s'exerce à la fois sur les éleveurs et globalement sur tous les acteurs de la filière. Même chose cette année. Donc ça nous pose évidemment beaucoup de questions. On sait maintenant que ce virus, il est amené par des oiseaux migrateurs, par la faune sauvage. Ça veut dire qu'il faudra sans doute être beaucoup plus préventif à l'avenir pour anticiper ces épidémies. Elles ont touché d'ailleurs beaucoup de pays d'Europe. Ça a touché aussi un certain nombre de pays dans l'Asie du Sud-Est. Donc vraiment des sujets qui deviennent très sérieux et dont on voit bien d'ailleurs qu'il y a une certaine relation entre le réchauffement climatique et puis ces pathogènes, ces virus qui se développent maintenant. Donc c'est une nouvelle, au fond, c'est une nouvelle difficulté maintenant pour globalement le monde vivant, donc l'animal, le végétal, qu'il faudra prendre en compte. Mais vous dites qu'il faut davantage l'anticiper. Il faut entendre là une critique. Les autorités n'ont pas pris suffisamment à bras-le-corps ce sujet. Ils ont publié une liste de 38 communes supplémentaires qui sont concernées par l'abattage. Chaque jour, il y a de nouvelles communes. Bon, le but, c'est évidemment d'essayer d'enrayer ce virus le plus vite possible. Donc ça veut dire des périmètres, évidemment, avec des systèmes de protection. En 2016, la France a mis en place, avec d'ailleurs les professionnels, tout un dispositif de biosécurité pour faire en sorte que, justement, on ait les bons seuils d'alerte et les bonnes décisions à prendre. Certains critiquent aujourd'hui le fait qu'il puisse y avoir eu quelques jours de retard dans les décisions, mais on a la chance d'avoir vraiment en France un système de, comme on l'appelle, d'épidémiosurveillance, avec des services vétérinaires, avec des professionnels de la filière, notamment foie gras, qui sont très très à l'écoute et surtout beaucoup en veille sur ces sujets-là. Et plus largement, Xavier Belin, sur l'agriculture. Nous venons d'évoquer avec nos deux précédents invités les programmes de François Fillon et d'Emmanuel Macron, pour ne prendre que, par exemple. Est-ce que vous trouvez qu'ils parlent suffisamment? Vous allez me dire non, suffisamment, jamais assez. Mais est-ce que ce sujet reprenez les débats sur la campagne de la droite et du centre. On n'a pas parlé d'agriculture. Bon, donc c'est quand même un problème. 15% des emplois dans ce pays, 250 milliards d'euros de chiffre d'affaires, enfin je vous donne quelques chiffres, 10-12 milliards à peu près d'excédent net commercial chaque année. C'est un énorme secteur qui en plus a ce mérite d'équilibrer au fond nos grandes métropoles avec des territoires ruraux. Bref, c'est un territoire, un secteur d'excellence. Je crois qu'il faut que là-dessus, la France s'exprime, les politiques s'expriment, qu'on reprenne d'abord un discours à Bruxelles, mais aussi en France, et qu'on assume ce qu'est l'agriculture. Moi, c'est ça mon cri de colère. On n'assume plus ce qu'est l'agriculture. Elle est très diverse. Certes, on a beaucoup de territoires, beaucoup de productions. On a à la fois des produits qui servent des circuits de proximité, des circuits courts comme on les appelle, mais on a aussi l'agriculture d'exportation. Soyons fiers de tout cela. Il n'y a plus de fierté aujourd'hui, il n'y a plus de discours, on n'assume plus. Mais vous-même, puisque vous êtes à la tête d'un syndicat, comment vous allez peser sur l'élection? Comment vous allez faire en sorte que les candidats en parlent? D'abord rencontrer les candidats, les sensibiliser, leur donner les arguments. Vous allez le faire, vous l'avez déjà fait? Oui, on a commencé, bien entendu, avec ceux qui sont déclarés. Des propositions? On a des propositions très concrètes. Peut-être la nouveauté cette année, c'est que la FSEA va sortir d'un discours peut-être un peu plus générique, un peu plus général, pour aller vraiment sur des sujets très concrets, sur la fiscalité, sur la gestion de l'eau, sur justement notre rapport à la compétitivité. On en parle beaucoup, c'est un sujet qui fait vraiment débat dans l'économie au sens général. Dans l'agriculture, c'est très prégnant. Pourquoi se fait-il que la France ait perdu 3 places sur le podium mondial? L'Allemagne est passée devant nous, les Pays-Bas sont passés devant nous en termes d'exportation. On régresse dans beaucoup de domaines. On a aujourd'hui des importations. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on parlait de grippe aviaire. La France importe 40% de sa consommation de poulet aujourd'hui. Pas de Thaïlande ou de Brésil comme je l'entends régulièrement, non. Des Pays-Bas, d'Allemagne, de Belgique. Est-ce qu'on est mauvais à ce point pour ne pas satisfaire notre... Ce sont des sujets de fond, mais Xavier Belin, vous avez l'expérience, vous connaissez les campagnes électorales. Trop bien, peut-être. Oui, alors les candidats vont dire très bien, montrez-moi vos propositions, je signe, voilà. Oui. Et puis après, j'oublie. Non, c'est pas j'oublie parce que... Mais alors comment vous allez faire en sorte qu'ils respectent leurs promesses? Écoutez, d'abord, un engagement est un engagement. Bon, est-ce que derrière, on peut y mettre un certain nombre d'éléments chiffrés? Est-ce qu'on peut y mettre un certain nombre de points très précis sur lesquels, par la voie réglementaire ou par la voie législative, on va bouger? Et puis, je le redis, il faut que la France retrouve un discours positif sur son agriculture. Moi, je suis quand même assez effrayé de voir que régulièrement, je dirais pas tous les jours, mais presque,
On a un reportage télévisé, on a un reportage radio, on a des médias, des réseaux sociaux qui ne parlent d'agriculture que sous un angle négatif. Alors oui, on a des choses encore à faire bouger. On est très mobilisé aujourd'hui sur les questions d'environnement, de bien-être animal, de souffrance animale. Tous ces sujets-là sont importants, mais en même temps, j'aimerais aussi que de temps en temps, on communique sur l'excellence française. Il faut avoir cette fierté-là. Et surtout, je le redis, parce que ce sont à la fois des impacts économiques et sociaux, bien sûr, mais ce sont aussi des choix de société, des choix d'alimentation, la culture et l'identité alimentaire, que nous partageons d'ailleurs avec un certain nombre de pays, je pense notamment africains et Afrique du Nord en particulier. On doit défendre ça. Moi, je n'ai pas envie demain de consommer, ou que nos concitoyens consomment, comme monsieur tout le monde aux États-Unis ou ailleurs. On a nos spécificités, essayons de les cultiver. Vous en parlez, les médias en parlent, vous critiquez cette manière d'en parler, mais les candidats, est-ce qu'il y a en ce moment, même s'ils en parlent peu, un profil idéal d'un candidat qui serait, non, mais sans vous faire dire un mot, mais peut-être qu'il y en a quand même un, qui serait plus proche du monde agricole. Bruno Le Maire, vous auriez pu me dire cela s'il était encore dans la course. Aujourd'hui, il a rejoint, si je puis dire, l'écurie François Fillon, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un candidat dont vous sentez il y a une particularité dans l'agriculture qui peut être perçue par certains comme une forme de paradoxe, c'est qu'on a à la fois sans doute besoin de libéraliser au fond, en tout cas de redonner des initiatives à la fois aux agriculteurs, mais globalement aux acteurs de la filière. On croule sous tout un tas de normes, de réglementations qui contraignent vraiment le travail. Je sens que vous n'allez pas répondre à ma question. Si, je vais y venir. Et de l'autre, on a besoin aussi d'un État stratège et d'un État qui encadre aussi, notamment parce qu'on travaille avec du vivant, parce que l'alimentation, c'est évidemment aussi un pouvoir régalien, en quelque sorte. Donc, regardons ce que sont les programmes aujourd'hui. Quand je regarde à la fois ceux qui sont déjà un peu plus avancés, le candidat Fillon, le candidat Macron, par exemple, je vois bien que l'un et l'autre sont tentés à la fois par un peu plus de libéralisme, un peu plus d'initiative laissée aux acteurs économiques en particulier. Il faut aussi que derrière, nous le rappelions, qu'il y a au fond quand même une responsabilité particulière du rôle de l'État. J'entends moins quand même ce discours-là aujourd'hui. Donc aucun des candidats n'a un programme qui marche sur les deux pieds. Il faut vraiment affiner. Oui, ce sont véritablement deux pieds. Et encore une fois, il ne faut pas les opposer. Je crois qu'on a besoin de ça. Quand je regarde les grands pays, États-Unis, Chine aujourd'hui, qui soutiennent massivement leur agriculture, c'est bien parce qu'ils ont perçu qu'il y a derrière un enjeu stratégique. Dans votre livre, Xavier Belin, vous parlez de Jacques Chirac, qui a toujours été perçu comme proche des agriculteurs, par les Français d'ailleurs. Il a souvent rappelé, on a souvent plutôt rappelé le succès qu'il avait, qu'il a toujours quand il y allait il y a quelques années au Salon de l'agriculture. Pourtant, vous écrivez que c'est sous sa présidence que l'agriculture a commencé à décrocher. Oui, alors j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour l'homme, mais je dis simplement que dans les grands marathons à Bruxelles qui se tenaient à Bruxelles, qui se tiennent toujours à Bruxelles, on a souvent eu des visions court terme. Et j'ai regretté, et je continue à regretter, que la personnalité, le charisme de Jacques Chirac, à un moment où justement la France aurait plutôt pu impulser finalement à la fois une nouvelle PAC, mais surtout une politique agricole qui soit identitaire au sens du citoyen, du consommateur, du producteur européen. Au contraire, on s'est plutôt focalisé sur du court terme et du coup, on a perdu cette capacité à redonner ces impulsions. Donc oui, j'ai mis une critique. C'est une critique à la fois, comment dire, positive, mais il n'est peut-être pas trop tard d'ailleurs aujourd'hui. Compte tenu de l'avantage qu'il avait, justement, il aurait pu aller plus loin. C'était ça, en fait. Hein, et alors, oui, on a eu des marathons sur le budget agricole, on a eu des marathons sur certains points de très court terme, je pense notamment aux quotas laitiers, je pense à ce type de dossier. Je regrette pour ma part qu'on n'ait pas levé peut-être un peu le nez et qu'on ne se soit pas dit, ben voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, voilà nos ambitions, voilà nos objectifs, voilà comment nous pouvons travailler. Il aurait pu, par exemple, penser à créer un statut pour un agriculteur. C'est assez incroyable, d'ailleurs, quand on se penche sur la question. Un artisan, un commerçant a un statut, mais pas un agriculteur. Non, et je le réclame à haute voix depuis plusieurs années. C'est l'une des propositions que vous allez soumettre. Oui, parce que nous l'avions fait au moment de la loi d'avenir de Stéphane Le Foll. Elle a été recalée, en quelque sorte, retoquée. Bon, je crois qu'il faut maintenant y revenir. Non pas, comme je l'ai souvent entendu, pour protéger l'agriculteur, le gros agriculteur, non. D'abord pour protéger les plus faibles. Vous savez qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui dans l'agriculture. On a malheureusement aussi, et il faut en parler, des suicides quasiment quotidiens. Le mal-être du monde rural, bien sûr. Exactement. Donc, il faut protéger. Aujourd'hui, malheureusement, quand un agriculteur dépose son bilan, quand ça va jusqu'à une liquidation, tout y passe, y compris les biens personnels. C'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais pas assez. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est parce que ça se passe un peu loin des villes, loin des grandes villes, que je crois qu'il y a aussi beaucoup de résilience, il y a beaucoup de fierté chez les paysans. Et on s'aperçoit que malheureusement, quand la situation devient quasiment sans réponse, en tout cas sans réponse au sens agricole du terme, il est souvent trop tard pour pouvoir intervenir. Donc c'est aussi le travail que nous menons notamment à la FNSEA pour
tout simplement aller visiter nos voisins. Il y a une tendance aussi au repli sur soi. Il faut que les gens s'expriment, il faut qu'ils aient des interlocuteurs. Ça fait partie aussi de nos missions syndicales. Il n'y a pas de réponse d'ailleurs sur le modèle d'exploitation. Il n'y a pas de modèle idéal. On a beaucoup parlé à un moment. D'ailleurs. Oui, mais ça pose quand même des questions pour les agriculteurs. À un moment, on a parlé des exploitations comme la ferme des 1000 vaches. Il y a aussi l'autre exploitation, la ferme des 1000 veaux. Ça n'a rien à voir, c'est très différent dans la Creuse. Non. Mais il n'y a pas de modèle idéal, il n'y a pas d'équilibre. Non, d'abord parce qu'on confond souvent la taille de l'exploitation et la mise en œuvre, ou en tout cas le modèle économique. Quand vous avez 40 éleveurs dans la Creuse qui se rassemblent pour justement créer un atelier d'engraissement d'animaux et de transformation derrière, on trouve ça complètement... alors, on va qualifier l'élevage d'industriel, on va trouver ça hors identité, hors culture à la française. Non, il ne faut pas confondre tout ça. À la base, on a toujours 40 agriculteurs qui défendent leur métier, qui veulent en vivre, et les règles économiques sont imparables. Aujourd'hui, quand vous vous confrontez avec des pays, ne serait-ce que notre proximité européenne, enfin, vraiment, il y a de quoi se poser des questions quand vous avez 5, 6, 7% d'écart de compétitivité par rapport à ces pays-là. Donc réveillons-nous, c'est ça que j'ai envie de dire aussi aujourd'hui. C'est un cri d'alerte dans votre livre. J'allais vous poser une question, Xavier Belin, mais je crois que je ne vais pas vous la poser parce que je crois que j'ai la réponse. J'allais vous demander si vous y étiez candidat à votre 3e mandat, mais en vous écoutant depuis tout à l'heure, ça me paraît évident. J'en sais rien parce que j'ai annoncé ma réponse pour le 25 janvier. Oui, donc, quand on dit ça, c'est qu'on la connaît. Non, parce que je souhaite en discuter et on a une séance de travail à huis clos avec mes collègues du bureau de la FSE aujourd'hui. Et je crois que ce sera une décision collégiale parce que d'abord, c'est un job vraiment exigeant. Il y a un coup de feu tous les jours dans l'agriculture. Quand il n'y en a qu'un, tout va bien d'ailleurs. C'est un métier très exigeant. J'ai fait 52 départements, 52 visites de terrain en 2016, en tout cas entre le mois de mai et le mois de novembre-décembre. Ça demande beaucoup d'énergie, il faut être très présent, il faut aussi être à l'écoute. Et puis il faut défendre un modèle agricole et alimentaire très diversifié. Et très exposé. Parlons des attaques, c'est des critiques dont vous faites l'objet. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Certains vous reprochent, et c'est depuis le début, moi je vous reçois depuis un certain temps, ils vous reprochent de ne pas ressembler à celles et ceux que vous défendez, c'est-à-dire des paysans, notamment sur leur train de vie. Mais vous n'avez pas le même train de vie. Vous êtes également patron par ailleurs. Ça vous fait sourire légèrement? Oui, parce que j'ai l'impression que ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est quoi? C'est de savoir si demain, on a des perspectives, on a une stratégie pour le monde agricole, pour l'agriculture, vous entendez cette critique? Parce que vous n'avez pas le même quotidien des agriculteurs, vous ne pouvez pas les représenter. Écoutez, est-ce qu'on peut enfin comprendre et admettre qu'un grain de blé, qu'une graine de tournesol, qu'une graine de colza, ça ne vaut rien aujourd'hui si ça n'est pas transformé? Le génie qu'ont eu mes prédécesseurs il y a 30 ans, c'est de comprendre qu'il fallait investir dans des outils de transformation. Alors on peut les qualifier d'industriels, mais peu importe, parce que c'est à la maille aussi de la production, pour justement amener de la valeur ajoutée, créer véritablement les conditions de rendre ces productions compétitives par rapport à un soja américain qui nous inondait jusque dans les années 80, et dont on a fait aujourd'hui plutôt une commodité qui va équilibrer notre bilan. Mais nous sommes maintenant devenus des grands producteurs de protéines en France, nous les paysans. Vous êtes un agriculteur, mais je les représente. Oui. Mais bien sûr, je suis un paysan. Enfin, venez avec moi le week-end, venez avec moi, je suis un paysan. Pourquoi ces critiques persistent? Mais parce qu'on admet mal aujourd'hui qu'un mec qui n'a même pas son certificat d'études puisse présider un syndicat agricole, puisse présider un groupe agroalimentaire, et que ça paraît contre nature. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la manière dont nous vivons justement ce métier, comment nous allons le transmettre demain à nos enfants, quelle valeur ajoutée nous allons en tirer, comment nos territoires seront encore vivants et dynamiques demain. C'est ça qui me motive. Et je le fais au nom d'abord des agriculteurs, mais aussi, disons-le, au nom de la filière, parce que sans filière aujourd'hui, il n'y a plus de paysans demain. Et ne croyons pas que ce qui est petit est bon et beau, et ce qui est un peu plus important, ou en tout cas à la maille... Mais bien sûr. Mais est-ce qu'on peut être syndicaliste? Vous l'êtes, vous représentez un syndicat, et patron, oui, vous le dites, on peut. Mais un paysan, c'est un patron de TPE, voire de PME. Moi, j'ai beaucoup de collègues autour de moi. Alors, il faut faire évoluer les mentalités mais vous savez, j'ai l'impression que dans nos têtes, parce qu'on a eu un grand-père, un grand-oncle dans l'agriculture, qui travaillait d'une certaine manière, enfin, quand je vois l'innovation dans l'agriculture aujourd'hui, c'est fabuleux. On a aujourd'hui plusieurs centaines, je pèse mes mots, plusieurs centaines de start-up qui travaillent tous les jours pour l'agriculture.
On parle beaucoup des drones, ça c'est, j'allais dire, l'objet un peu symbolique, mais derrière ça, ce sont des innovations fantastiques qui vont nous permettre demain d'être performants économiquement, de répondre justement aux enjeux climatiques, d'être beaucoup plus économes en énergie et en intrants dans l'agriculture. Enfin, il y a des perspectives fantastiques. Il y a ces perspectives, oui. Il y a aussi les inquiétudes que vous traduisez dans ce livre. C'est vraiment un cri d'alerte, un cri d'alarme. Notre agriculture est en danger. Xavier Belin, merci encore d'avoir été notre invité. On arrive presque à la fin de cette émission.